qu'elle est plus facile à lire, pas parce qu'elle est plus complet ou plus... Alors, on a bien compris. Je vous interromps juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais quand même qu'on dise quelque chose du livre d'Antoine Wittgen également. Parce que Antoine Wittgen, vous avez écrit La tentation de la défaite, j'en parlais au début, c'est un livre de politique fiction. Vous imaginez 2010, les Américains se retirent non seulement d'Irak, mais aussi du Proche-Orient. Et alors là, vous voyez quelque chose de très très noir. Comme quoi, visiblement, vous n'avez pas du tout envie que les Américains se retirent du Proche-Orient, puisque vous nous promettez quasiment la victoire des intégrismes, des fanatismes, etc., etc. Mais je vous laisse la parole, vous le résumerez mieux que moi. Oui, j'ai essayé d'imaginer l'étape d'après. L'étape d'après, ce sont les Américains qui ont, quoi qu'on en dise, on peut ergoter, échoué en Irak, qui sont impuissants, c'est-à-dire qu'ils ont un discrédit politique tel qu'ils sont incapables de s'occuper des autres problèmes autrement plus cruciaux que sont les problèmes de l'Iran, du Pakistan, de la Corée du Nord, de la Palestine évidemment, ce serait bien, et que donc les Américains sont impuissants. Et j'ai imaginé un désengagement américain d'Irak, parallèlement à la chute de plusieurs pays dont on sait aujourd'hui qu'ils pourraient demain tomber aux mains des islamistes plus ou moins radicaux de pays arabes que sont le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et ces scénarios, je ne suis pas en train de prédire qu'ils vont survenir, mais ils ne sont pas si invraisemblables si j'en crois les spécialistes, les responsables politiques et les experts que j'ai consultés pour construire la trame journalistique de ce livre, puisque ce livre est à la fois une enquête, j'ai fait une enquête de journalistes, et je l'ai traduit par le roman, parce que je me suis dit que la meilleure façon de faire toucher du doigt l'avenir, c'était évidemment la fiction, puisque c'est comme ça qu'on peut, dans sa chair, ressentir les choses de manière beaucoup plus efficace. Et donc j'ai, dans ce livre, La tentation de la défaite, essayé de décrire quel pourrait être le monde, ce monde-là, demain, vu de France, c'est-à-dire la France et l'Europe qui se retrouveraient là en première ligne et qui s'apercevraient que sans les Américains, nous sommes, nous aussi, bien impuissants, mais nous serions là face à notre histoire et à nos responsabilités. Et c'est là-dessus que je suis également assez pessimiste. Cela dit, vous dites dans votre livre qu'en France, par exemple, vous imaginez que les populations musulmanes ne prendraient pas du tout parti pour les envahisseurs fanatiques, cette hégémonie d'un nouveau califat que vous imaginez. Non, non, je ne le crois pas. Il n'y a aucune raison de le penser. Ce que je dis, évidemment, les populations musulmanes en France, dans leur ensemble, je crois, sont beaucoup mieux intégrées qu'on ne le dit et qu'on ne prend un plaisir pervers à le dire. Évidemment, il y a le risque, mais ce risque, il ne faut également pas le mésestimer, qu'un tout petit pourcentage, je ne sais pas, 1%, mais je jette ça comme ça un peu au hasard, mais un petit pourcentage des musulmans qui vivent en Europe soit tenté de prendre le parti de ces islamistes-là. Ça poserait un problème de sécurité, mais et un problème politique d'ailleurs, parce qu'on imagine très bien un déséquilibré musulman qui, au nom de ces islamistes-là, tuerait 5 personnes à coups de couteau. On imagine comment la population européenne pourrait se retourner contre les musulmans. Donc cette situation en Orient est évidemment en Occident porteuse de tensions très graves, mais je pense que la population musulmane dans son ensemble n'a aucune raison de soutenir les islamistes. Alors quand on vous fait ce genre de scénario, ça vous paraît plausible? Il suffirait que les Américains se retirent du Proche-Orient pour que les intégristes s'emparent des États arabes? Écoutez, c'est vraiment un roman fiction, parce que je ne vois pas que les Américains vont se retirer. Je vois pas. J'ai vraiment de la peine à imaginer ça. C'est vraiment. Mais vous le souhaitez. Non, attendez. Ce que je souhaite, c'est qu'ils se retirent très très vite de l'Irak, qu'ils cessent leur unilatéralisme quant au soutien d'Israël par rapport aux Palestiniens, qu'à un moment donné, on comprenne que c'est central, que ce conflit-là est central. Une nouvelle politique américaine ne veut pas dire une absence de politique américaine ou une absence des Américains ou une absence. J'aimerais plus d'Europe et plus d'équilibre des forces. C'est cela qui est aujourd'hui très très important pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce livre, même si c'est un roman, est un peu inquiétant? Sur une phrase que dit Bruckner dans sa préface, quand il dit on pourrait penser que c'est l'obsession de la peur ou de l'obsession de la crainte, et je crois que c'est construit autour de cela quand même. La menace islamiste, il y a de ça quand même. Il y a la menace islamiste, il y a attention, les Américains vont partir. Bon, la menace, elle est là. Mais je crois qu'à partir d'un certain moment, et l'élément positif, c'est que vous releviez,
c'est que les musulmans, mais pas simplement en Europe, pas simplement aux États-Unis, les musulmans dans leur grande majorité au Maroc, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Asie, ils ne sont pas du tout dans cette position-là. Ils sont pas du tout. Ils sont dans une compréhension du djihad, qui est l'effort personnel, qui est la spiritualité, qui est rien. Ils ne sont pas pour l'islamisme. Pardon ? Ils ne sont pas pour l'islamisme. Non, mais la relation de l'islam avec la politique, elle est aussi complexe que la théologie de la libération à l'intégrisme catholique. On ne peut pas dire l'islamisme, point. Ce discours qui est très réducteur, binaire, il y aurait ceux qui sont ouverts quand ils ne s'occupent pas de politique et ceux qui sont fermés quand ils s'occupent de politique ou qui seraient totalement fanatiques, c'est une vision absolue. Quelqu'un qui dirait ça sur le catholicisme serait considéré comme un ignorant du catholicisme, parce que la théologie de la libération a été une force extraordinairement importante dans la conscientisation. Donc je crois qu'il faut qu'on mesure cela. Mais s'il vous plaît... Je ne suis pas entièrement en désaccord avec vous, mais ce qui me fait peur... Ça vous gêne d'être en accord avec moi? Non, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est plus la réalité que mon livre. Voilà, pour vous répondre très clairement. Ce qui est certain, c'est que... Jean-Pierre Fillion, vous l'avez entendu. C'est que Al-Qaïda ne souhaite pas le départ des Américains. Exactement. Ni d'Irak, ni du reste du Proche-Orient. Pourquoi ? Il qualifie de grâce divine la présence américaine. C'est un privilège de pouvoir combattre l'ennemi mécréant face à face, l'infidèle. Mais on a aussi la tentation de penser que l'Amérique n'a pas envie d'attraper Ben Laden. Non ? Ça, je vous laisse l'entière responsabilité. Personne autour de cette table ne le connaît personnellement, je ne pense pas. Non. Et donc, Ne vous regardez pas en particulier. Je vous en prie. Aimé, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, dire un mot pour rétablir l'image du prophète, qui est tout de même très abîmée, disons, en général, dans les médias. On le présente surtout comme un homme qui est un guerrier, qui est un peu comme s'il avait hérité d'un trône, qu'il est venu, il avait une armée, et puis il a lancé son armée un peu. Mais c'est un immense personnage. On a envie de dire aux gens, faites l'effort de lire, de revenir à cette vérité toute simple. Vous parlez aux musulmans seulement ou à l'ensemble de l'humanité? Je parle du monde entier qui ne sait rien de ça. Faites juste l'effort d'aller aux sources. C'est un homme qui, comme on dirait aujourd'hui, est parti de rien. C'est une famille prestigieuse mais appauvrie. C'était un homme très honnête, très connu pour son honnêteté, mais qui n'avait qui n'avait aucun pouvoir, qui était un homme de grande spiritualité, qui s'isolait dans le désert, qui allait, etc. À l'âge de 40 ans, il a cette révélation. Il lui reste 22 années à vivre et il n'a qu'une seule pensée. Dieu lui envoie le dernier message qu'il envoie à l'humanité. Il doit le livrer aux hommes. Il doit le donner. Et toutes ces pensées sont liées à cet objectif-là. C'est un objectif, c'est un bel objectif. Il y a des choses très belles, très émouvantes. Naturellement, si on les prend aujourd'hui, si on décontextualise totalement, on fait comme si on écoutait monsieur Ben Laden, etc. Et on parlait un peu comme on parlait au 7e siècle. Alors ça fait rugueux, ça fait feu, ça fait tout ce qu'on peut. Mais non, revenons à la vérité de cet homme qui a aimé ses semblables. C'est une vérité, ça. On voit le respect qu'il avait pour les moindres, tout ce qu'il entourait, même ses ennemis, auxquels il donnait toujours une chance de retrouver Dieu, et donc, même vaincu, de ne pas être mis à mort. Il y a bien des choses. Naturellement, c'est une personnalité complexe, qui avait aussi ses défauts et qui le reconnaissait. Mais c'était une personnalité rayonnante, importante. Vous serez tous d'accord sur cette conclusion? Parce qu'on va... C'est un peu... J'ai pas dit grand-chose jusqu'ici. En tant que musulmane extérieure, j'ai envie de... bien à l'intérieur. Je revendique mon intériorité et mon extériorité, à savoir le sens critique, à savoir l'importance essentiel d'établir un sens critique avec les textes. Car cette approche historique et critique manque cruellement et il faut absolument qu'on avance sur ce terrain-là. Et j'ajouterai que nul n'a le monopole de la parole sur l'islam, que les textes fondateurs de l'islam appartiennent aux musulmans en tant que croyants, mais qu'ils appartiennent aussi à l'ensemble de l'humanité, parce qu'ils sont patrimoine de l'humanité. Eh bien, ce sera la conclusion. Elle vous va? Elle vous va. Et mettre du cœur avec l'esprit critique. Il faut mettre du cœur dans la rencontre avec l'autre. Non, malheureusement, c'est terminé. On va écouter Néry, qui est là. Néry qu'on a connu avec les non-tropos, avec les VRP, qui se produit ce soir avec un groupe intitulé Belgistan.
Neri qui va nous chanter une chanson intitulée « À tout prendre ». Nous, on se retrouve demain vers 22h50 pour un nouveau numéro de Ce soir ou jamais. Je vous souhaite une bonne nuit, mais d'abord, Neri. À tous ceux qui vivent l'amour de l'intérieur comme de l'extérieur. Amour, amour divin, agrippe-toi sans fin. Amour très lourd, câlin, approche-toi, malin. Assoiffé, pas de bois, assoiffé, tu rebois. Alcoolisé à mort, autorisé, je mords. Allongé sur ta soie, arraché, tu reçois. À l'envers pour mieux voir, ascension molle du dard. Assume ma pluie, à boire, à moi, à toi, à moi. Oh oui, oh oui, ici, ah voilà, on a joui. Acharné, rebandé, attribut gourmandé. Accroupi, à genoux, ah, la mode de chez nous. Alanguis sur nos corps, à demi nus encore. Assis à tes côtés, à moitié dépotés. Allumer une clope, apaiser l'ictalope, allumer la lumière, abaisser les paupières, aller pisser tranquille, anévrisme en exil, admirer le beau sexe, copain de guerre complexe. Aller coucher encore, abandonner nos corps, assommer, s'endormir, à compter les plaisirs.